YouTube, on parle de matériel aujourd'hui. Vous l'avez compris, on va parler de matériel. Et plutôt que vous faire un guide bête et méchant, j'avais envie de vous faire un petit tier list. Tier list, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un site qui permet de classer des produits, des séries, des jeux vidéo par ordre d'importance ou de préférence. L'idée ici, c'est que je vais vous classer tous les médiums ou techniques qui sont idéales pour apprendre le dessin. Comme ça, au moins, vous saurez exactement quel matériel acheter et quel matériel vous pourrez acheter peut-être plus tard dans votre apprentissage. C'est parti. Commençons avec le premier, on va faire ça dans l'ordre. On a des toiles. Les toiles, clairement, on n'a pas besoin quand on débute en dessin. Souvent, c'est intimidant parce que c'est grand. Du coup, j'aurais tendance à le mettre directement dans seulement si vous voulez tester. Quand vous apprenez le dessin, votre but, c'est pas vraiment de faire des beaux dessins. Votre but, c'est vraiment de comprendre. Et du coup, l'aspect beau dessin, il viendra un peu plus tard. Mais si, évidemment, vous avez envie de faire une toile pendant votre apprentissage, faites-le. Moi, je suis personne pour vous dire ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Le deuxième, c'est un estompeur. C'est un peu l'objet que adorent les débutants en dessin quand ils commencent à faire les valeurs. Parce que vous pouvez commencer à faire ces dégradés justement en estompant les valeurs entre elles. Le truc, c'est que souvent, quand elles sont gérées par un débutant, elles sont assez mal gérées. Ça vous permet pas en fait de contrôler vos valeurs en fait, l'estompeur. Et on a souvent des rendus qui sont assez mous en fait. Du coup, je le déconseille au début. Donc, je vais mettre ça dans seulement si vous voulez tester. On enchaîne avec le critérium qui est aussi un objet que je déconseille aux débutants en dessin. Pourquoi je déconseille ? Je vous avais fait une vidéo sur le sujet. Le problème du critérium, c'est que c'est une mine qui est relativement fragile. Et comme elle est fragile, vous avez tendance à pas vraiment appuyer sur votre crayon. Il y a ça, il y a le fait aussi que vous ne pouvez pas faire des pleins et des déliés. Les pleins et les déliés, c'est quand vous faites un trait fin, et puis après épais, puis après fin. Vous pouvez le faire par contre avec un crayon gris. J'ai remarqué que mes élèves, quand ils dessinaient avec un critérium, ils avaient tendance justement à avoir cet aspect un peu petit poil plutôt que de faire un seul et même long trait. Du coup, seulement si vous voulez tester. Ça commence bien. Celui-là, je le reconnais, c'est le taille crayon, un taille crayon Faber-Castell. Pour le coup, là, à avoir. Vous pouvez en vrai vous en passer, vous pouvez utiliser un X-Acto, j'ai jamais su comment ça se disait. C'est une espèce de scalpel, vous pouvez aussi utiliser un couteau qui coupe bien. Mais bon, le taille crayon c'est quand même le plus simple, donc taille crayon, indispensable. La tablette graphique, alors, tablette graphique. Est-ce que c'est indispensable ? Pour moi, c'est pas indispensable dans le sens où vous pouvez très bien évidemment apprendre le dessin sans tablette graphique, mais malgré tout, je vois quand même un avantage à travailler en numérique. Vous avez certains outils à la tablette graphique ou avec un iPad qui vous permettent par exemple de voir votre dessin en double mais en plus petit. Ça vous permet du coup de dézoomer, de voir un petit peu la globalité de votre dessin, voir où sont les défauts, est-ce qu'il y a peut-être une proportion qui fonctionne pas. Et ça, évidemment, on peut le faire en traditionnel en s'éloignant, mais avoir le réflexe de voir son dessin comme ça en plus petit, c'est une bonne chose qu'apporte le numérique selon moi. Vous avez aussi la question de la couleur. Alors, je ne conseille pas du tout de pipetter vos couleurs si vous voulez apprendre à maîtriser la couleur. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est pipetter la couleur et regarder la couleur sur un nuancier pour comprendre à quel point il y a du jaune, à quel point il y a du noir, à quel point il y a du blanc. Traditionnel et numérique ont tous les deux un avantage. J'ai tendance à recommander de commencer par du traditionnel parce que c'est ce que vous connaissez, vous avez déjà utilisé un crayon, alors qu'un stylet, c'est un peu différent. Mais si vous avez envie en parallèle de travailler en numérique, je vois vraiment aucun problème à ça et je vois même plus des avantages. Donc on va mettre ça plutôt dans le top. C'est pas indispensable, mais ça peut être pas mal. Le carnet de croquis Moleskine. Vous en avez plein ici, des Moleskine, hein, clairement. Est-ce que je recommande le Moleskine pour les débutants ? Non plus. Non, parce que le Moleskine est un carnet de croquis qui est d'assez bonne qualité. Il a ce côté très précieux. C'est des carnets qui sont très chers. Il me semble qu'on est à 15 € le carnet. Et vu qu'ils sont très chers et précieux, souvent on commence la première page, la deuxième, puis on se rate et on veut plus continuer le carnet. Et on arrête de dessiner en fait. Donc le carnet Moleskine, j'ai pas tendance à vraiment vous le conseiller, surtout si vous avez tendance un peu à juger votre dessin. Après, ça dépend évidemment des gens. Je pense qu'on va mettre ça dans peut s'en passer. Les encres de couleur. Alors là, les encres de couleur, je suis pas une experte du tout. J'ai jamais vraiment pratiqué les encres de couleur. J'ai déjà vu des personnes qui font des trucs vraiment chouettes avec. Mais pour moi, c'est un peu similaire à l'aquarelle. Et je sais pas pourquoi. Il y a aussi un peu ce côté un peu précieux. Encore plus que l'aquarelle pour moi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si j'aurais tendance à le conseiller parce que il faut faire des mélanges. Et ces mélanges, en fait, vu que c'est une couleur qui est un peu opaque, on a du mal à imaginer ce que ça peut donner sur un papier, je trouve. À la différence de l'aquarelle qui, je sais pas pourquoi, c'est beaucoup plus simple. Du coup, là, on va le mettre dans peut s'en passer aussi. Non, on va le mettre dans seulement si vous voulez tester. La gomme mie-de-pain. Ah, gomme mie-de-pain. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la gomme mie-de-pain, j'en ai pas ici pour vous montrer, mais c'est une gomme qui ressemble un peu à de la pâte à modeler. Vous pouvez vraiment la sculpter, en fait. Et quand vous l'étirez, ça fait un peu comme de la mie de pain, justement. Et ce qui est bien dans cette gomme mie-de-pain, c'est que vous pouvez vraiment la sculpter en toute petite forme pour vraiment aller gommer des petits détails tout petits. Et vous pouvez aussi l'utiliser juste pour tapoter, en fait, sur vos valeurs pour les éclaircir ou créer des textures. La gomme mie-de-pain, je trouve que pour le coup, c'est vraiment un
un bon outil à utiliser pour les débutants en dessin parce que ça vous permet justement d'expérimenter, ça vous permet d'être plus précis quand vous gommez. C'est pas indispensable. En plus, il y a une gomme ici, une gomme normale. Donc on va mettre la gomme mie-de-pain dans top et on va mettre la gomme normale dans indispensable. Parce qu'évidemment, c'est important de pouvoir gommer. À noter quand même que quand on est débutant, on a tendance à un peu trop gommer constamment. Mais si vous devez choisir entre les deux, entre la gomme normale et la gomme mie-de-pain, j'aurais tendance à vous conseiller la gomme mie-de-pain. Par contre, vous avez besoin de la changer beaucoup plus souvent que la gomme normale. Du papier aquarellable. Alors, le papier aquarellable, pour moi, c'est indispensable si vous travaillez à l'aquarelle. Si vous travaillez sur un papier qui est très très fin, type 80 grammes, vous savez, les papiers de papier imprimante, votre aquarelle va gondoler, vous n'allez pas arriver à avoir de bonnes textures, vous n'allez pas apprécier en fait le fait de peindre directement à l'aquarelle. Du coup, si vous décidez de faire de l'aquarelle, c'est indispensable. Maintenant, est-ce que c'est indispensable pour apprendre le dessin en général? Non. Allez pas dessiner sur du papier aquarellable parce qu'en plus ça coûte super cher. Donc j'ai envie de le mettre dans à avoir dans le sens où c'est indispensable pour l'aquarelle, mais on va prendre l'aquarelle. Voilà, l'aquarelle par contre, en vrai, je vais pas la mettre dans à avoir parce que c'est clairement pas une technique que je conseille quand vous apprenez la couleur. C'est une technique qui est sympa, je sais que c'est une technique qui est assez populaire auprès des débutants parce que c'est très léger, assez féminin. Je vois beaucoup d'illustrations florales par exemple avec l'aquarelle. Mais malgré tout, si vous êtes dans l'optique de vraiment comprendre la couleur, c'est peut-être pas l'aquarelle que je recommande. Donc je vais la mettre dans seulement si vous voulez tester. Je sais ça fait pas trop sens, mais imaginez que si vous êtes à l'aquarelle, le papier aquarelle est indispensable. Maintenant, l'aquarelle en tant que telle n'est pas indispensable. Et d'ailleurs, je vois là sur la photo, vous avez un godet blanc, enfin vous avez de la couleur blanche. Ça n'a aucun sens. L'idée de l'aquarelle, c'est que quand vous voulez éclaircir votre couleur, vous mettez plus d'eau afin de voir la couleur du papier en transparence. Donc avoir une couleur blanche fait pas vraiment de sens, à part si vous êtes sur un papier coloré. On enchaîne avec ça, c'est de la gouache. Oui, c'est de la gouache. Alors la gouache. Donc on a... Au niveau de la peinture, on va avoir gouache, acrylique et huile. La gouache est intéressante, mais le défaut de la gouache, en fait, c'est que même si elle est sèche, si vous la remouillez, elle va se remélanger à nouveau. Et par conséquent, c'est assez dur de contrôler votre couleur. Donc pour un débutant, j'aurais plutôt tendance à conseiller de l'acrylique. L'acrylique, à l'inverse, vu que c'est plus plastifié, quand vous avez une première couche et qu'elle est sèche, si vous mettez une deuxième couche par-dessus, vous êtes sûr de recouvrir votre première couche sans qu'elle se mixe avec la première. Et c'est assez intéressant parce que du coup, ça vous permet vraiment de corriger vos erreurs. Chose qui est un peu plus compliquée à faire à la gouache. Du coup, gouache, j'aurais tendance à dire peut s'en passer. Et acrylique, on va la mettre dans top par contre. Parce que je pense vraiment que l'acrylique, c'est une bonne technique pour les débutants. Ça coûte pas cher, vous avez des grosses quantités, vous avez aussi différentes couleurs que vous pouvez acheter si vous le souhaitez, si vous avez du mal à faire des mélanges. Par contre, du coup, c'est vrai que l'acrylique, c'est quand même sympa à travailler sur une toile, justement. Donc, il vous faudra potentiellement une toile. Bien que vous n'y êtes pas obligé. Vous pouvez acheter une simple planche de bois ou alors avoir un papier un peu épais, sinon ça va gondoler, évidemment. Le pack de crayon gris. Crayon gris, indispensable. On le met dans à avoir. Après, vous n'avez pas besoin d'avoir un pack où il y a autant de crayons à l'intérieur. 3-4 crayons suffit, un HB, un 2B, un 4B et un 6B, pourquoi pas. Ça vous suffira amplement. Même en vrai, juste avec un 2B, vous pouvez vraiment arriver à faire des choses chouettes. Mais clairement, le crayon gris est indispensable si vous voulez apprendre le dessin. Et ça coûte pas cher, donc ça c'est cool. On enchaîne avec du pastel sec. Alors le pastel sec, c'est avec ça que j'ai appris la couleur quand j'étais à Émile Coll, une école de dessin académique. Dans mon cas, la boîte de pastel sec, elle était énorme, je dois l'avoir encore quelque part. Je savais bien que je les avais quelque part. Donc pastel sec, là on a une boîte de 90 couleurs, et voilà, ça donne ça. Ils ont été un petit peu utilisés. Ça sent Émile Coll. Émile Coll, c'est quand même 8 000 € l'année et en plus vous devez payer votre matériel. Est-ce que je recommanderais le pastel sec? Il y avait énormément de couleurs et du coup c'est plus facile, on enlève l'étape de mixer les couleurs qu'on pourrait avoir par exemple avec de la gouache, de l'aquarelle ou de l'acrylique. Maintenant ça coûte assez cher et c'est aussi très salissant, donc si vous n'avez pas un atelier comme ici, vous êtes sur la table de la cuisine pendant 2 heures, vous allez en mettre un peu partout. On continue avec le Zapbook. Alors le Zapbook... je déteste les Zapbooks. Je trouve que... Bon, ils sont pas chers, c'est vrai. Le papier à l'intérieur est vraiment tout pourri, c'est vraiment très fin. C'est du papier recyclé, je pense, donc il est un petit peu moucheté, il a une espèce de texture que j'aime pas spécialement. Il y a souvent une spirale qui gêne constamment quand vous dessinez, ça tape avec votre main, mais c'est pas cher. Donc, j'aime pas les Zapbooks, mais j'ai quand même tendance à les conseiller parce qu'ils sont pas chers et que du coup, c'est l'inverse du Moleskine en fait. Vu qu'ils sont un peu pourris, on va plus avoir de facilité à dessiner à l'intérieur. Non, en réalité, un Zapbook, c'est genre 8 €. Donc non, en fait, c'est cher. Je vois juste à côté, il y a la ramette de papier
pour moi, ça serait la ramette de papier le meilleur choix. Donc je vais mettre la ramette de papier dans à avoir, parce que pour moi, si vous achetez une ramette de papier et que vous dessinez un dessin sur chacune des feuilles A4 de cette ramette de papier, à la fin de la ramette, je vous garantis que vous aurez progressé. Vous n'allez pas faire des dessins magnifiques, vous n'allez pas faire des œuvres d'art, vous n'allez pas faire des illustrations magnifiques, mais je vous garantis que c'est comme ça qu'on progresse. Ça peut être un très très bon challenge, et d'ailleurs la ramette de papier, c'est ce que je conseille aux personnes qui font le challenge des 30 jours. Challenge des 30 jours, c'est un exercice par jour pendant 30 jours sous la forme d'un podcast. Et je leur conseille justement la ramette de papier parce que on n'a pas peur de dessiner sur une feuille de papier machine. Donc, ramette de papier à avoir. Et Zabook, on va le mettre dans utile, même si personnellement, j'aime pas spécialement cette marque. J'ai envie de dire utile parce que c'est quand même un carnet et que c'est relié, vous le perdez pas comme une ramette de papier, quoi. Les crayons de couleur Faber-Castell, il y en a deux, il y en a là et ici. Alors, il y en a un, c'est les Faber-Castell classiques, et le deuxième, c'est des crayons aquarellables. Qu'est-ce que je recommande entre les deux? Alors, personnellement, j'aime beaucoup les crayons aquarellables parce que je les trouve plus gras et du coup, c'est beaucoup plus facile de déposer de la matière sur le papier. Et vous avez aussi la fonction aquarellable, en fait, en rajoutant de l'eau, vous pouvez d'une certaine manière créer des dégradés, créer des effets de texture qu'on peut retrouver comme à l'aquarelle. Donc, est-ce que le crayon aquarellable est indispensable? Non, clairement pas. Mais moi, je trouve que ça rajoute une fonction qui est bien. Après, je pense que ça dépend de la marque, donc ça c'est vraiment à vous de voir. On va mettre du coup le crayon de couleur dans à avoir et les crayons aquarellables dans top. Parce que c'est pas indispensable d'avoir la fonction aquarellable. Ouais, si on part sur du Faber-Castell à 24 crayons, on est sur du 36,59 €. Alors allez pas m'acheter les Big Kids là, hein. Ça clairement ça marche pas. Par contre pour moi le crayon de couleur c'est le médium à avoir pour apprendre la couleur quand vous êtes débutant. Pourquoi? Parce qu'en fait, le crayon, vous savez utiliser un crayon. Depuis que vous êtes petit, vous avez un crayon dans la main, vous savez écrire avec un stylo. C'est un médium qu'on connaît. À la différence d'un pinceau. Un pinceau, c'est quand même très différent. Vous pouvez gérer par exemple la pression en appuyant plus ou moins, vous pouvez gérer le niveau d'eau, vous pouvez gérer la matière qui est sur le pinceau. Il faut apprendre à mixer les couleurs. Ça peut être un peu plus intimidant que le crayon de couleur. Sans compter le fait que un crayon de couleur, c'est quand même très précis, c'est quand même plus simple pour vous si vous voulez faire des détails. Donc pour moi, le crayon de couleur, indispensable. Peinture à l'huile, vous vous doutez de ce que je vais dire, hein. Clairement, seulement si vous voulez tester. L'huile est très compliquée, vous avez des temps de séchage, vous avez la térébenthine que vous devez ajouter. Il y a certaines huiles qui changent à la couleur du soleil. Vous allez être plus frustré par la technique. Ça va parasiter votre apprentissage en fait. Il faut bien comprendre que si vous n'êtes pas à l'aise avec votre médium, ça va être compliqué de vous concentrer sur la technique du dessin à part entière. Le dessin, ou même quand vous travaillez la couleur, la peinture, etc., ça passe vraiment par votre observation. C'est à quel point vous arrivez à voir les choses et à les reproduire sur votre feuille. Donc quand on débute en dessin, on essaye vraiment d'être au plus simple, en utilisant un médium avec lequel on est le plus confortable. On enchaîne avec pastel gras. Alors pastel gras, pareil, j'ai envie de le mettre avec pastel sec, pas exactement le même aspect. Ce que j'aime par contre dans le pastel gras, c'est qu'on a un peu ce côté c'est pas grave si c'est pas parfait, que je ressens un peu moins dans le pastel sec. Alors je sais pas si c'est parce que quand on est petit on utilise ces espèces de crayons de cire là, et ça rappelle un peu ce truc là, en tout cas moi ça me rappelle ça. Mais si je devais faire une différence entre pastel sec et pastel gras, je pense que le pastel gras pourrait potentiellement être mieux, juste pour cet aspect osé en fait, juste poser la matière sur le papier. Donc on va mettre le pastel gras dans utile et je baisse le pastel sec en peut s'en passer. Encore une fois, c'est vraiment que mon avis et mon ressenti, hein. Ils sont quand même très très proches l'un de l'autre. Bon bref, on enchaîne avec chevalet, n'importe quel type de chevalet. Alors chevalet, pour moi c'est overkill aussi. Vous n'avez pas besoin d'un chevalet quand vous débutez. Bien que... alors pas un chevalet mais avoir un support incliné en fait. Quand vous dessinez, il n'y a pas pire que de poser sa feuille sur votre table, de dessiner avec le nez collé à ça de la feuille, et quand vous reculez votre dessin, vous vous rendez compte par exemple que la tête est trop grosse. Est-ce que vous avez besoin d'un chevalet pour ça ? Peut-être pas. Je dirais utile. Non, je dirais peut s'en passer. Parce qu'une simple planche dure avec quelque chose en dessous qui permet de surélever votre dessin suffirait amplement. La preuve, je viens juste d'acheter ce mini chevalet là. Et c'est vraiment parce que je veux faire les petites peintures à l'huile là. Les mini petites toiles. Je crois que j'ai payé ça 80 centimes. Enfin, le petit pinceau à réservoir d'eau, c'est un peu mon chouchou. J'aime beaucoup avoir un pinceau à réservoir d'eau tout le temps sur moi et une petite boîte d'aquarelle. La preuve, le petit carnet. Bon, j'avoue, le petit carnet il est neuf. Ça fait peut-être 4 ans que je l'ai, mais je viens de le retrouver. Mais à l'intérieur, vous avez du coup le petit réservoir d'eau juste ici. Et ici... Non, l'autre côté. Et ici, c'est une petite boîte d'aquarelle que j'ai faite moi-même. C'est une boîte de carte visite, en fait. La petite boîte d'aquarelle ressemble à ça. Bon, vous voyez, il y a un godet qui s'est un peu perdu là-haut. Et vous avez même un petit pinceau juste là.
Donc super pratique, vous mettez ça juste dans votre poche, dans votre sac à dos. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé, vous avez tout le matériel dans la description. Donc bref, on s'est perdu. Est-ce que... C'est le problème avec le matériel en fait, c'est qu'on veut toujours en acheter plein. Est-ce que je recommande le pinceau à réservoir d'eau? Alors j'allais le mettre dans seulement si vous voulez tester, mais ça peut être quand même une aide au début. Quand vous avez du mal à gérer la quantité d'eau dans votre pinceau, dans un pinceau classique je veux dire, parce que c'est un flux d'eau qui est régulier. Donc, allez, on va le mettre dans utile. Mais je pense que je suis un peu biaisée, parce qu'on aime bien les pinceaux à réservoir d'eau. Donc, vous voyez, on n'a pas énormément de matériel. Allez, si on met le papier aquarelle juste là, à côté de l'aquarelle, ça nous fait taille crayon, gomme, crayon gris, ramette de papier, crayon de couleur. C'est tout. N'oubliez pas que malgré tout, ce n'est pas le matériel qui fait l'artiste. C'est la capacité qu'il a d'arriver à observer correctement la réalité. Et ça s'apprend. Donc si vous êtes intéressé pour aller un petit peu plus loin dans votre apprentissage, je vous conseille ma formation Apprendre le dessin d'observation. Je vous explique par exemple comment faire de belles hachures, de belles valeurs avec vos crayons gris. Et de même pour savoir comment choisir vos couleurs avec un crayon de couleur. Ou avec une tablette graphique d'ailleurs. En attendant, je vous conseille malgré tout de regarder cette vidéo-là qui devrait vraiment vous intéresser.